enregistrement. Bon, eh bien, écoute, bonjour Maurice et merci d'avoir accepté de participer à ces 14e rencontres d'Espace Mars. Et donc, je vais laisser Marie, évidemment, animer un petit peu cet échange avec toi pendant 1 heure à peu près. Donc, vas-y Marie. Eh bien, bonjour. Alors que c'est une grande surprise pour vous d'apprendre que Maurice Lemoine va faire l'intervention qui va suivre. Donc, voilà, grande surprise, un scoop. Donc, je vais le brancher là, voilà, que je le vois aussi. Donc, Maurice, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'Amérique latine dans la rue et dans les urnes. Et nous allons bénéficier de tes informations de première main sur le sujet. Alors, j'ai vu que tu avais dans les pays que tu évoquais, tu n'avais pas évoqué le Chili. Est-ce que tu pourras néanmoins nous en dire un petit mot? Parce que quand même, là, on est entre deux tours et que les résultats sont quand même vraiment surprenants. Donc, si tu pourrais aussi nous en dire quelques mots. Mais comme je viens de le dire à Dominique, c'est très difficile de te faire dire ce que tu ne veux pas dire ou ce que tu n'as pas envie de dire. Alors, donc, on te laisse... on te laisse dire. Je voudrais aussi faire remarquer à ceux qui regardent par Zoom et même aux autres, regardez derrière Maurice ce que c'est que vraiment avoir des dossiers. Voilà. Vous pouvez mesurer l'amplitude de l'information de Maurice sur les dossiers. Voilà. Bon. Voilà ce que c'est qu'un concept de dossier et un journaliste informé. Bon, ben, je te laisse. Tu feras comme tu veux. Si tu veux faire question-réponse, tu verras. D'accord. Bon, bonjour Dominique, bonjour Marie, bonjour tout le monde. Oui, non, évidemment, le Chili est au programme. S'il n'a pas figuré dans la petite annonce qu'on a faite, c'est parce que je l'ai oublié, ça m'arrive aussi. Parle plus fort. Bon, parle plus fort. Et juste avant de commencer, je vous précise comme ça que je viens de rentrer d'un séjour de 2 semaines au Venezuela, avant l'élection qui a eu lieu le 21 novembre dernier, donc on pourra en parler. Alors, juste avant de démarrer, et peut-être qu'on fonctionnera en question-réponse, parce que le sujet est tellement vaste que sur une durée assez courte, c'est difficile de structurer le discours. Mais avant de commencer, il faut juste situer quand même dans quel contexte se situe l'Amérique latine en ce moment. Elle est en pleine pandémie, comme nous. Sauf que là-bas, les conséquences ont été graves, hein, puisqu'il y a 1 200 000 morts en Amérique latine. On le sait, il y en a plus de 600 000 au Brésil. L'Amérique latine, c'est 1/3 des décès mondiaux dans le cadre de la pandémie. Et dans ce contexte-là, le PIB de la région est revenu au niveau de 2010. Hein. C'est-à-dire qu'on a en ce moment une pauvreté qui atteint 33% de la population latino-américaine. Hein, c'est énorme, ça fait 209 millions de personnes, 25 millions de personnes de plus qu'en 2009. Et donc, le grand défi de l'Amérique latine pour les années à venir, ça va être la reconstruction post-pandémique de l'économie, et y compris, il faut dire que tous les gouvernements de la région sont relativement en difficulté, qu'ils soient de droite, de gauche, de centre-droit, de centre-gauche, ou même révolutionnaires comme à Cuba, du fait de cette situation. Alors, c'est relativement compliqué de parler de l'Amérique latine aujourd'hui, parce que si on devait trouver les mots-clés, il y en a quelques-uns. Il y a défaite, il y a incertitude, il y a victoire, il y a résistance, il y a déstabilisation et il y a espoir. Vous voyez que c'est relativement large. Alors, je précise un tout petit peu. Les défaites, c'était la défaite récente lors des législatives partielles en Argentine, où la droite a repris du poil de la bête. L'incertitude, c'est le Chili, on va en parler dans un instant, hein, puisqu'on a un deuxième tour, un second tour qui va avoir lieu le 19 décembre prochain. Il y a une poussée de l'extrême droite dans toute l'Amérique latine. On le voit au Brésil, on le voit au Chili, on le voit en Argentine. Et puis à côté de ça, on a des victoires. Hein. Alors quand je parle des victoires, évidemment, je parle des victoires de la gauche, je sais à qui je m'adresse. Mais des victoires, on a eu donc récemment au Nicaragua, il y a eu des victoires au Pérou, victoire au Venezuela le 21 novembre, victoire au Honduras dimanche dernier avec Xiomara Castro, l'épouse de Manuel Zelaya, qui avait été renversée en 2009 par un coup d'État. Il y a ce qu'on peut appeler des résistances, hein, qui sont Cuba, Nicaragua, Venezuela, qui, vous le savez, sont dans le collimateur de Washington. Il y a en ce moment des déstabilisations en cours,
c'est au Pérou, hein, le président Pedro Castillo, qui a été élu récemment, est en but à une offensive absolument assez incroyable d'ailleurs du Parlement péruvien. La Bolivie également, la droite qui a perdu l'élection après avoir renversé Evo Morales, qui a perdu l'élection contre Luis Arce, est à l'offensive en ce moment. Et puis les espoirs, évidemment, les espoirs, c'est le Brésil en 2022, c'est la Colombie en 2022, hein, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure avec Marie. Donc voilà, en gros, le panorama. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre, c'est vrai, parce qu'on a intitulé cette petite conversation la rue et les urnes, ou les rues et les urnes. C'est vrai que ce panorama très éclaté contraste d'une certaine manière avec ce qui s'est passé en 2019, hein, puisqu'en 2019, on a eu le sentiment, l'impression que toute l'Amérique latine explosait avec des vagues de contestation en Équateur, au Chili, en Haïti, en Colombie encore en 2021. Et donc, le sentiment que les peuples se réveillaient et que ça allait se traduire par des résultats spectaculaires dans les urnes. Et à cet égard, le cas du Chili, précisément, dont tu parlais, Marie, il est extrêmement significatif, hein, puisque le mouvement au Chili qui a démarré le 18 octobre 2019, extrêmement puissant, de contestation radicale, une partie de la jeunesse, les étudiants dans la rue, a donné le sentiment que le Chili allait définitivement basculer. Hein. Et puis après, on a eu, alors le premier résultat de cette révolte populaire, il faut appeler les choses par leur nom, ça a été le gouvernement de Sebastián Piñera a été obligé d'accepter d'organiser une assemblée, une élection à une constituante. Alors il faut, là encore, peut-être qu'on précisera après, ce qui a lieu en ce moment au Chili, ce n'est pas une assemblée nationale constituante, c'est une convention constituante. Hein, c'est-à-dire que le gouvernement de droite et ses alliés ont réussi à limiter les compétences de cette assemblée qui est chargée de rédiger la prochaine constitution du Chili, mais néanmoins c'était une avancée considérable, puisque ce qui est en train d'essayer de transformer, c'est la constitution de Pinochet. Et dans l'élection de cette constituante, c'était en mai 2021, il y a eu une percée des candidats indépendants, et la droite n'a pas atteint un tiers, hein, des conventionnels. Donc on peut considérer que c'est une défaite de la droite. Et puis on a eu ensuite des élections régionales, toujours au Chili, c'était en juin de cette année, avec une catastrophe pour la droite, hein, elle a obtenu un gouverneur sur 16. La gauche traditionnelle, c'est-à-dire celle qui a gouverné depuis le départ de Pinochet, ce qu'on appelle la concertation démocratique, Parti socialiste, démocratie chrétienne, a obtenu 10 postes de gouverneur, donc sur 16, et puis la gauche des mouvements sociaux, 5. Hein, donc on avait une montée en puissance. Et là, on arrive au premier tour de l'élection présidentielle, avec ce qu'on va appeler la surprise du chef, c'est qu'arrive en tête au premier tour un candidat d'extrême droite, admirateur de Donald Trump, de Bolsonaro, de Pinochet, qui s'appelle Antonio Cast. Et là où on voyait, compte tenu du contexte qu'on vient d'écrire, la gauche arrivait en tête et éventuellement gagner au deuxième tour, et bien d'un seul coup, il y a une incertitude. Donc là, la question se pose de la déconnexion en fait entre le mouvement social et puis la traduction électorale qui suivent. Alors c'est un petit peu, sans faire de comparaison trop facile, c'est un peu le phénomène des Gilets jaunes que personne n'a pu récupérer en France après son explosion. Alors qu'est-ce qui se passe au Chili, pour aller très vite? C'est qu'il y a quelque temps, là, il faut rappeler qu'il y a quelque temps, lorsqu'on examinait la situation au Chili, il y avait un candidat qui se détachait et qui arrivait en tête de l'élection présidentielle dans les sondages. C'était le communiste Daniel Jadwe. Il était très largement en tête. Et puis il se trouve que la gauche chilienne, peut-être d'ailleurs pour éliminer Jadwe, a trouvé l'excellente idée d'organiser des primaires. Et dans ces primaires qui étaient ouvertes à tout le monde, ce n'est pas Jadwe qui est sorti du chapeau, mais c'est l'actuel candidat, Gabriel Boric. Alors, l'objectif, évidemment, on l'a compris, c'était de gagner des voix au centre, dans la mesure où, effectivement, se présenter comme communiste au Chili, c'est quand même quelque chose d'un peu compliqué. Il faut rappeler que le Chili est un pays conservateur, profondément conservateur. Hein. Salvador Allende avait gagné la présidentielle avec 30% des voix, hein, dans une triangulaire. Et il faut se souvenir qu'en 1988, lors du fameux référendum avec lequel Pinochet entendait se maintenir au pouvoir,
il l'a perdu, mais à l'époque, il recueillait encore 44% des voix. C'est-à-dire que le pinochettisme, en fait, n'a pas disparu du jour au lendemain. Et là, dans la mesure où on a un candidat, Gabriel Boric, qui donc, lui, se rapproche plutôt du centre, on sort de la logique radicale qui avait présidé aux grandes manifestations de 2019. Il se trouve que Gabriel Boric, il va attirer les voix du centre, donc effectivement, c'est le pari vers le centre, mais il a des difficultés à séduire les radicaux. Et entre parenthèses, parce qu'au moment des grandes manifestations, il est d'une certaine manière venu au secours de Sébastien Piñera, puisqu'il a approuvé deux lois qui ont été des lois qui ont évidemment été très très contestées par les manifestants, qui étaient la loi anti-barricade, qui était la loi anti-sabotage. Donc là, il est venu au secours de Piñera. Et puis encore récemment, il y a quelques jours, je l'ai vu déclarer que dans les prisonniers, il y a encore des prisonniers à la suite de ces mouvements sociaux de 2019, il n'y avait aucune raison d'amnistier ceux qui s'étaient livrés à des actes de violence. Donc là, on est effectivement dans un dilemme. Personne n'est trop capable de savoir ce qui va se passer le 19 décembre prochain. Et on voit, en fait, c'est vraiment l'exemple type de la différence entre le mouvement social, les radicaux, les jeunes, et la traduction politique de ces mouvements. Et c'est intéressant parce qu'on va avoir d'une certaine manière la même configuration dans d'autres pays. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un me demandait si j'avais la certitude qu'en 2022, Gustavo Petro, qui représente le centre-gauche en Colombie, allait être élu. Et ma réponse a été oui, je suis sûr qu'il va être élu, puisque Duque est complètement discrédité, l'uribisme est en perte de vitesse. Mais à la lueur de ce qui se passe au Chili, je serais moins catégorique aujourd'hui sur le résultat de l'élection en Colombie en 2022. Et puis, il y a un autre exemple aussi, où là, peut-être qu'il y a moins de doutes, mais c'est le Brésil. Le Brésil 2022, si Lula se présente, en ce moment, on le voit, il est en tête des sondages, mais les sondages à plusieurs mois de distance, il faut les regarder avec beaucoup de prudence. Mais en ce moment, on pourrait dire en gros que Lula, il a le choix entre deux alliances possibles. Une alliance avec la gauche, en particulier un parti qu'on va dire trotskiste, mais qui monte en puissance, qui est le PSOL, un parti socialiste ouvrier, j'oublie le nom, ou une alliance avec le centre. Et manifestement, Lula est en train de privilégier une alliance avec le centre, puisqu'il a déjà annoncé que s'il est candidat, il aura comme candidat à la vice-présidence Gerardo Acmin, qui vient de la social-démocratie de droite, pour aller très très vite. Et donc là encore, face à l'extrême droite bolsonariste, on verra ce qui peut se passer. Étant entendu qu'au Brésil, je termine sur le Brésil, la stratégie en ce moment de ce qu'on va appeler, je ne vais pas appeler ça l'oligarchie, c'est un terme trop facile, mais des secteurs dominants, les secteurs économiques, qui se sont quand même rendus compte, il aura fallu un peu de temps, que Bolsonaro était une catastrophe pour le pays. La stratégie en ce moment, c'est ni Bolsonaro ni Lula. Et donc le Brésil est à la recherche d'un candidat du centre. Et puisque je n'ai pas encore parlé de ma manie préférée, les médias dominants sont déjà quand même dans cette logique. On a vu très récemment Lula se faire épingler dans Le Monde, quotidien Le Monde. Vous savez que Lula est venu à Paris, qu'il a rencontré le président Macron, qu'il a d'ailleurs été reçu comme un chef d'État, ce qui plutôt, après tout, c'est plutôt un bon signe. Mais il faut dire aussi que Bolsonaro, il ferait tellement tout le monde que là, pour le coup, Lula devient fréquentable. Mais néanmoins, Lula s'est fait épingler par le quotidien Le Monde parce qu'il a eu le malheur de répondre à une question qu'on lui posait sur le Nicaragua. On lui disait, mais enfin quand même, comment se fait-il que Daniel Ortega se présente pour la 4e fois? Et Lula a eu l'imprudence de répondre, mais écoutez, Angela Merkel a fait la même chose, elle a été au pouvoir pendant 16 ans et personne n'a rien dit. Et donc là, Le Monde a piqué une crise et on a eu droit à un petit encadré dans Le Monde disant Lula quand même, en gros. Donc on va avoir une stratégie, manifestement, là je vous demande de vous souvenir de ce dont on discute aujourd'hui, mais il n'est pas impossible qu'on voit apparaître, y compris dans nos médias, la défense du ni Lula ni Bolsonaro, c'est-à-dire d'un candidat du centre. Voilà, ça c'était déjà une petite entrée en matière. Après, si vous voulez, on peut fonctionner en question-réponse, parce que le sujet est tellement vaste, d'une certaine manière, que je ne sais pas par où l'attraper.
Maurice, je te poserai bien des questions, on pourrait parler de la Colombie, mais je pense que c'est quand même peut-être moins, on va dire moins chaud pour l'instant. Je réserve ça pour la fin, peut-être. Pour 2022. S'il n'y a pas de questions, voilà. Non, après, je peux redémarrer, hein, mais c'est juste parce que, si vous voulez, entre... il y a un thème qui me tient à cœur, qu'il faut peut-être aborder, parce que, y compris à gauche, quelles que soient les gauches dont on parle, en ce moment, l'un des grands sujets de discussion, c'est le Nicaragua. Et il y a un aspect de ce qui se passe en Amérique latine qui est extrêmement important, qui est complètement occulté, qui ne concerne pas que le Nicaragua d'ailleurs, mais qui concerne les trois pays qui sont dans la cible des États-Unis, c'est-à-dire Cuba, le Nicaragua, le Venezuela. Cuba, vous avez suivi, bon, Cuba, c'est à la gauche, c'est un pays que nous avons tous au cœur. C'est un pays qui est actuellement en difficulté, évidemment, du fait de la pandémie, du fait des sanctions des États-Unis. Il faut rappeler que pendant son mandat, Donald Trump a signé 243 mesures coercitives supplémentaires contre Cuba. C'est quelque chose de complètement délirant, en réalité, ça n'a aucun sens. Et que par ailleurs, Cuba est touché économiquement, puisque le gros de son économie repose sur le tourisme, et que le tourisme, du fait de la pandémie, s'est effondré, et que donc ce pays se retrouve dans une situation difficile. Dans ce contexte-là, il y a eu en juillet dernier des manifestations, et là, moi je vous dis tranquillement que des manifestations qui, d'une certaine manière, on peut comprendre, y étaient justifiées, c'est-à-dire qu'une partie de la population n'en peut plus, a des difficultés économiques, des difficultés sociales, et donc descend dans la rue en disant ça ne va pas, et bon, c'est ce qu'on défend, qu'on soutient dans n'importe quel pays du monde. Là, évidemment, où il y a une différence, c'est que à ces manifestations complètement légitimes, complètement compréhensibles, se greffe la politique des États-Unis qui instrumentalise des manifestations qu'on peut parfaitement soutenir pour tenter de déstabiliser le gouvernement de Cuba. Et là, on tombe dans un phénomène qui est finalement complètement minoré par les observateurs, les universitaires et y compris les journalistes, c'est-à-dire c'est l'intromission des États-Unis dans la politique d'un certain nombre de pays. Alors, je développe un tout petit peu. Par exemple, là, vous avez le 22 septembre 2021, donc il y a quelques semaines, le gouvernement des États-Unis a annoncé qu'il a approuvé un budget de 336 millions de dollars sous le concept d'assistance humanitaire pour le Venezuela. Alors, il y a une partie de ces dollars qui seront livrés à divers pays d'Amérique du Sud, les voisins du Venezuela, pour supposément gérer les migrants vénézuéliens. Et puis le reste sera attribué à des mouvements vénézuéliens d'opposition à l'intérieur. Et on le sait, l'opposition vénézuélienne, ce n'est pas une opposition particulièrement démocratique. Et donc, en fait, ces sommes très importantes sont affiliées à la déstabilisation du Venezuela. Si on parle de Cuba, la nouvelle Fondation pour la démocratie, qui est un organe qui dépend du Congrès des États-Unis, a versé plus de 5 millions de dollars en 2020 à 42 organisations internes qui sont, on peut dire, à la solde des États-Unis, hein, dont évidemment le fameux mouvement de San Isidro, dont on a beaucoup parlé, hein, qui donne l'image d'intellectuels, de rappeurs, d'artistes d'avant-garde. Et le département d'État des États-Unis a proposé comme budget 20 millions de dollars pour l'année prochaine, toujours pour des programmes de démocratie à Cuba. C'est-à-dire qu'en fait, une partie de l'opposition cubaine, celle qui est chargée de déstabiliser le gouvernement, est financée complètement par les États-Unis, ce qui explique évidemment les réactions qu'on peut trouver parfois un peu rudes du gouvernement cubain face à son opposition. Et puis sur le pays qui divise, y compris notre famille politique, personne ne sait trop comment prendre le Nicaragua. C'est vrai que Daniel Ortega n'est pas un président particulièrement charismatique, hein, c'est pas Chavez, c'est plus le Daniel Ortega des années glorieuses de la révolution sandiniste, mais pour expliquer ce qui s'est passé lors de la dernière élection présidentielle, où effectivement, il faut le dire, un certain nombre
supposés précandidats, parce qu'ils n'étaient pas encore précandidats, ont été poursuivis par la justice et pour certains sont actuellement en prison préventive. Il faut quand même préciser qu'entre 2010 et 2020, l'USAID, donc, qui est le département d'aide internationale des États-Unis, avait prévu de transférer à la droite nicaraguayenne la somme qui est absolument faramineuse de 68 millions de dollars. 68 millions de dollars. Et puis, 2 ans avant le soulèvement spontané de 2018, elle y a rajouté 8 millions de dollars. Ce qui fait qu'en fait, l'opposition nicaraguayenne, c'est-à-dire les médias d'opposition, les ONG, un certain nombre d'organismes ont reçu 76 millions de dollars des États-Unis. Alors vous allez me dire, à la limite, pourquoi pas? Sauf qu'une partie de cette somme a servi en particulier à financer les actions les plus violentes de l'opération de 2018, qui s'est soldée par environ 220 morts et avec effectivement une réaction assez brutale du gouvernement sandiniste lorsqu'il a repris le contrôle du pays après une période de 3 mois assez compliquée. Il y a eu, à la suite de ces émeutes, de cette période insurrectionnelle, il y a eu des conversations, des discussions, des négociations, une loi d'amnistie. C'est-à-dire que les dirigeants politiques qui ont été impliqués dans 2018 ont été amnistiés, mais avec une condition, c'est qu'ils ne réitèrent pas, c'est qu'ils ne recommencent pas ce qu'ils avaient fait, en particulier les actions de violence. Et là-dessus, Washington, en 2019, annonce qu'elle prévoit un programme de 2 millions de dollars entre 2020 et 2022, c'est-à-dire sur la période électorale, 2 millions de dollars pour préparer une transition au gouvernement de Daniel Ortega. C'est-à-dire qu'en réalité, les États-Unis annoncent par avance qu'ils ne vont pas reconnaître le résultat de l'élection de 2021. Et là, effectivement, le gouvernement sandiniste, ma foi, je veux dire, il tranche dans le vif. Et à la différence peut-être de ce qu'a fait Nicolás Maduro au Venezuela, vous savez qu'au Venezuela, on a un président imaginaire, et que finalement, le pouvoir le laisse faire. Il ne l'a pas emprisonné, alors que dans n'importe quel pays du monde, il serait emprisonné. En Colombie, il aurait pris une balle dans la tête depuis déjà 2 ans. Au Nicaragua, où on a une tradition de lutte, puisque le pays a été agressé militairement pendant une dizaine d'années, là, le gouvernement prend des mesures. Et il prend des mesures, c'est là que je veux en venir, qui n'ont rien d'exceptionnel. Le 21 décembre 2020, le Parlement nicaraguayen, il approuve une loi de défense du droit du peuple à l'indépendance et qui établit que toute personne qui demande, soutien et salue l'imposition de sanctions à l'État du Nicaragua ne pourra pas se présenter aux élections générales. À la limite, on pourrait faire passer une loi comme ça en France absolument sans problème. Et en octobre 2020, le Parlement fait aussi passer une loi de régulation des agents étrangers. Et s'il n'interdit pas les ONG, il exige d'elles qu'elles rendent compte de tout financement étranger en précisant l'identité des donateurs, le montant des fonds reçus, l'objet des dons et une description de la manière dont l'argent a été dépensé. C'est ce qu'on appelle dans nos médias une loi scélérate. Alors après, c'est intéressant de voir si cette loi scélérate, elle est exceptionnelle. Or, il se trouve que les États-Unis ont exactement la même. Les États-Unis, ils ont une loi une législation qui s'appelle le Foreign Agent Registration Act, le FARA, qui exige que les personnes qui agissent en tant qu'agents de mandants étrangers, j'ouvre les guillemets, divulguent périodiquement au public leurs relations avec le mandant étranger, ainsi que les activités, les recettes et les déboursements de toutes ces activités. C'est-à-dire que les États-Unis ont exactement la même loi que celle qui est passée au Nicaragua et qui, effectivement, fait qu'un certain nombre d'ONG et de médias qui ont été financés de l'étranger et qui refusent de rendre compte de la manière dont ils ont dépensé leur argent, sont actuellement poursuivis par la justice. Et puis alors après, évidemment, on peut se poser la question, mais alors qu'est-ce qui se passe chez nous? Chez nous, il n'y a pas longtemps, alors, en juin 2021, le 2 juin 2021, vous avez Stéphane Bouillon, alors vous ne le connaissez pas, moi non plus. Il est à la tête du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Il a annoncé qu'allait être mis sur pied, ça a dû commencer en septembre, un service à compétence nationale chargé de traquer les ingérences étrangères dans le domaine de l'information. C'est-à-dire exactement le problème auquel est confronté le Nicaragua. Et vous avez, je suis en train de chercher parce qu'il y a quelqu'un qu'on aime bien tous,
est dans cette affaire. Voilà, c'est il y a un individu que vous connaissez qui s'appelle Raphaël Glucksmann, qui est eurodéputé et qui a été nommé président de la commission spéciale sur les ingérences étrangères. Et donc, à la tête de ce comité spécial, chargé de traquer et de pourfendre les influences étrangères qui menacent l'intégrité démocratique de l'Union européenne. Il a commencé ses auditions. Il a pour mission d'évaluer le niveau des menaces, qu'il s'agisse des campagnes de désinformation, du financement des partis aux campagnes politiques ou des attaques hybrides. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on reproche au gouvernement de Daniel Ortega, c'est exactement ce que nous faisons chez nous. Et là, pour le coup, il y a de mon point de vue une responsabilité énorme des médias qui n'expliquent absolument pas cet aspect de la question. On n'est pas obligé d'être d'accord avec toutes les mesures prises par Daniel Ortega, mais si on ne s'attache pas à dénoncer, c'est ce que je fais, moi je n'hésite pas à dénoncer l'ingérence des États-Unis dans la vie politique d'un certain nombre de pays. Moi j'avoue très honnêtement que si un jour on me prouvait que la Russie manipule les médias en France ou manipule les élections, je serais le premier à condamner la Russie. Hein. Or, on a une campagne permanente sur l'ingérence de la Russie et on trouve tout à fait normal que les États-Unis s'ingèrent dans la vie politique du Nicaragua, du Venezuela et de Cuba. Sachant par ailleurs, et là je termine la petite séquence, sur le fait que non seulement c'est une ingérence en finançant les oppositions, les ONG. Alors c'est très important les ONG, parce que les ONG locales, ce sont les correspondantes de nos grandes multinationales, par exemple des droits de l'homme. Hein. Les ONG locales qui sont financées par les États-Unis, c'est elles qui envoient leurs informations à Amnesty International, à Human Rights Watch, à la FIDH, et qui donc se répercutent ensuite dans nos médias, et dans la mesure où ces grandes organisations, ces grandes multinationales ont une réputation bien établie et sont prises au sérieux, vous avez petit à petit le poison, le venin qui se répand, et vous arrivez à un moment, au bout de plusieurs années de ce traitement, où effectivement on traite un certain nombre de ces pays comme des États voyous ou des États faillis. Maurice, si tu le veux bien, on peut peut-être passer aux questions. Yes. Nous en avons tout un tas. Alors, j'en prends une de Jean Kerbs parce que c'est le premier à avoir posé des questions. Je pense que la seconde question qu'il pose, tu y as en partie répondu, c'est-à-dire en quoi la réalité cubaine continue ou pas d'alimenter les mouvements progressistes latinos. Je réponds tout de suite. Ouais, on en prend plus d'un à la fois. Si tu veux, oui. Après, je te donnerai la seconde. Si on en prend plusieurs, je les oublie. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Je crois que tu as répondu en partie, mais bon. Ouais, non, Cuba, ça demeure un symbole. Je veux dire, oui. Alors, en particulier au sein de la gauche latino-américaine, c'est le symbole d'une résistance. C'est pas que les gauches latino-américaines se réfèrent à Cuba comme étant un modèle. On le sait, même y compris Cuba est en train d'essayer de réformer son modèle, ce qui n'a jamais d'ailleurs été un modèle. Fidel Castro lui-même l'a dit. La grande erreur qu'on a fait tous, c'est qu'on a pensé qu'on savait comment on fait le socialisme et que effectivement Cuba, comme d'autres pays, se heurte aux difficultés à sortir du capitalisme. Mais le symbole que représente Cuba, c'est la résistance. C'est aussi un personnage charismatique qui a été Fidel Castro. Évidemment, il va y avoir une modification maintenant puisque les grands personnages historiques, Fidel Castro lui est décédé, Raúl Castro a abandonné le pouvoir même s'il est toujours vivant, et donc maintenant aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, effectivement la révolution cubaine va perdre de son aura dans la mesure où la génération historique elle a fini. Mais en tant que symbole de résistance, Cuba demeure, et Cuba fait partie de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, c'est pas un hasard. Et tous les pays continuent à considérer Cuba, y compris d'ailleurs des pays qui ne sont pas des pays révolutionnaires, le Mexique d'Andrés Manuel López Obrador, et à l'époque de Fidel Castro, tous les présidents, les gouvernants de droite n'hésitaient pas à se faire photographier à côté de Fidel Castro parce que c'est un personnage historique, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais en tout cas Cuba demeure. Ok, merci Maurice. Alors la seconde question de Jean Kerb, c'était c'est tout à fait aussi dans le vif du sujet, quel est le rôle des mouvements évangélistes dans la défense du libéralisme? Alors là pour le coup on le sait, je veux dire, enfin on le sait.
au départ, par exemple, Bolsonaro au Brésil, qui est le pays où il y a sans doute la plus forte influence, ces mouvements ont appuyé fortement Bolsonaro. Après, ils sont quand même très mouvants, puisque là, il semblerait qu'ils sont en train de lâcher Bolsonaro. Hein. Mais en gros, moi, je ne suis pas un bouffe curé, mais c'est vrai que les religions ont en Amérique latine un rôle, pour le moment, à l'heure où nous parlons, qui est très négatif. Hein. Si on accepte le pape, qui est le plus progressiste de toute la bande, on trouve aussi bien dans l'Église catholique que chez les mouvements évangéliques, c'est surtout des mouvements profondément conservateurs. Alors, c'est vrai en matière économique, c'est vrai en matière d'appui à des présidents de droite ou d'extrême droite, on le voit au Chili avec Cast, mais y compris en matière de mœurs, hein, puisque il y a les grandes luttes féministes actuelles qui avancent. Hein. En Argentine, on l'a vu avec la dépénalisation de l'avortement. Là, au Chili, en ce moment, on est en train de revenir en arrière. Il y avait un début d'ouverture et il semble que le Parlement chilien est en train de revenir en arrière et de tenter d'empêcher la légalisation de l'avortement. Les églises sont extrêmement présentes et les mouvements évangéliques aussi. Alors, la montée en puissance des évangéliques, elle est avec quelques décennies de retard, on pourrait dire, le résultat de la stratégie à la fois de Washington et du Vatican de Jean-Paul II et de Ratzinger ensuite, hein, qui a été de casser la théologie de la libération, hein, toute cette période pendant laquelle on avait une église progressiste qui a été très impliquée, y compris d'ailleurs dans les mouvements armés en Amérique centrale, au Salvador, au Nicaragua, avec les prêtres, des prêtres au gouvernement sandiniste des premières années. Et là, on a eu une offensive générale qu'on va appeler très vite Reagan Jean-Paul II, qui a consisté à casser l'Église d'Amérique latine, l'Église progressiste de l'Amérique latine. Et on a vu en même temps favoriser, monter en puissance les mouvements évangéliques qui sont beaucoup plus proches de la population, hein, avec des rites différents, avec sans hiérarchie, enfin sans tout cet aspect très, très officiel de l'Église catholique. Le résultat, effectivement, c'est pour le moment une régression. Sans faire de parallèles stupides, on le voit aussi ici avec tous les débats qu'on peut avoir sur le rôle des religions, quelles qu'elles soient. Donc voilà, mais ils ont un rôle extrêmement important. Alors, y compris, ça c'est intéressant parce que précisément dans cette grande vague de délégitimation d'un certain nombre de pays. Hein. On le voit avec le Venezuela, on l'a vu avec la Bolivie d'Evo Morales lorsqu'Evo Morales a été renversé. À ma grande stupéfaction, j'ai vu la conférence des évêques de France qui envoie des communiqués dans toutes les églises de France, dans toutes les paroisses, prendre très clairement position pour le coup d'État en Bolivie contre Evo Morales, prendre position contre le gouvernement sandiniste de Daniel Ortega, contre Nicolas Maduro. Et en fait, en réalité, ce dont vous vous rendez compte, c'est que les évêques de France, ils connaissent strictement rien à l'Amérique latine, mais ils sont les correspondants locaux des hiérarchies catholiques de ces pays. Et donc, ils répercutent le message. De sorte que vous avez parfois quelque chose de complètement incohérent. À la fois, ils appuient le coup d'État contre Evo Morales, la déstabilisation du Venezuela, mais ils se prononcent contre Sébastien Piñera au Chili. Tout simplement parce que l'église chilienne est un peu plus progressiste que les églises des autres pays de la région. Mais j'évoquais tout à l'heure le cas des organisations de défense des droits de l'homme. Là, j'évoque les églises. Et c'est ça qui réussit à former un consensus dans nos sociétés à nous. C'est-à-dire que vous avez, venant de différentes sources, les mêmes attaques contre les mêmes pouvoirs. Droits de l'homme, Église, vous avez une scission en Amérique latine entre ce qu'on va appeler le féminisme classique, enfin tel qu'on le connaît, et puis un féminisme populaire. Et il se trouve que c'est le féminisme des classes moyennes qui est en lien avec nos mouvements féministes. Et donc là aussi, il y a souvent, à juste titre d'ailleurs, des critiques par rapport au gouvernement progressiste de l'Amérique latine. Et donc vous avez cette attaque droits de l'homme, Église, féminisme. L'environnement est devenu un axe majeur d'attaque contre les gouvernements de gauche. On n'a pas vu à l'époque où la droite dominait l'Amérique latine des grandes dénonciations systématiques de ces gouvernements comme étant extractivistes. Hein. Bon. Alors c'est vrai que ces dernières années qu'on a une prise de conscience
des dangers qui menacent la planète, mais néanmoins, la défense de l'environnement est devenue un axe d'attaque contre les gouvernements progressistes. Hein. C'est-à-dire que sous le mot extractiviste, on dénonce tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on dénonce effectivement des pratiques qui sont dangereuses pour l'environnement, pour les populations, pour les autochtones, mais on va aussi attaquer Evo Morales parce qu'il met en exploitation le lithium en Bolivie, alors que tout le monde ici est en train de blablater à n'en plus finir sur la transition écologique et le passage des voitures à essence aux voitures électriques. Or, pour faire des voitures électriques, il faudra le lithium de Bolivie. Mais voilà, mais la conjonction et l'air du temps fait que ces gouvernements de gauche sont attaqués de différentes manières dans une espèce de guerre totale, et y compris d'ailleurs dans nos familles politiques au sens large. Hein. Moi, j'entends en permanence des universitaires considérés comme de gauche proférer des énormités tout simplement parce qu'elles sont dans l'air du temps. Et que personne peut-être n'ose à un moment dire écoutez, on défend l'environnement, mais ce n'est pas toujours rien. Hein. Si on veut des voitures électriques, il faut du lithium. Et puis, entre parenthèses, pour toi, Marie, tu connais bien l'Amérique latine. Il est évident qu'il faut réduire la consommation d'essence, les hydrocarbures, mais quand on connaît bien l'Amérique latine, ce n'est pas les paysans du fin fond de la Colombie qui ont des petites motos qui vont demain s'acheter des voitures électriques à 20 000 $ la bagnole. Hein. Donc voilà, donc la transition, elle va être progressive, elle va être dure et elle va être longue. Ok, merci Maurice. Alors, continuons avec les questions. Alors, il y a deux questions de Dominique. Je vais commencer par la seconde parce que peut-être ça va permettre de faire le lien avec ce que tu nous disais précédemment. La question, c'est écho des mouvements de la Guadeloupe et Martinique dans les Caraïbes. Ah, bon, alors là, je suis moins à l'écoute parce que là, pour le coup, je vous annonce, je suis en train de finir un grand papier sur le Venezuela, donc d'où je reviens, qui sera publié dans les jours qui viennent sur le site Mémoire des luttes. Donc, je suis d'un œil un peu distrait ce qui se passe à la Guadeloupe. Disons, en gros, vu depuis l'Amérique latine, la Guadeloupe, les départements français d'outre-mer n'existent pas. Par contre, lorsque vous êtes en Guadeloupe ou en Martinique, les gauches antillaises s'intéressent beaucoup à ce qui se passe en Amérique latine. Il y a une différence. Je vous rappelle l'espèce de pataquès qui était finalement assez drôle de nos médias, de nos journalistes, le jour où, il n'y a pas si longtemps, lors de la précédente élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'il voulait faire rentrer la France dans l'ALBA. Personne n'avait rien compris. Or, en fait, l'idée de Mélenchon, c'était de faire en sorte qu'effectivement, les Antilles françaises, qui sont beaucoup plus proches de l'Amérique latine que de la métropole, puissent établir des relations avec les pays membres de l'Alliance bolivarienne pour les Amériques. Et nos journalistes qui souvent sont un peu à côté de la plaque, avaient, à partir de là, tiré des conclusions complètement délirantes sur la France qui allait rejoindre l'ALBA et qui allait se transformer en Venezuela de Chavez. Vraiment, c'était un peu n'importe quoi. Mais donc, non, effectivement, ça c'est un vieux problème des Antilles françaises et de la Guyane. C'est qu'elles sont tournées vers la métropole alors qu'elles auraient évidemment tout intérêt à s'insérer dans un cadre régional et à collaborer avec les pays de la Caraïbe et avec les pays de l'Amérique latine. Mais pour le moment, ça n'est pas la voie qui a été prise, sauf d'une certaine manière, mais qui est passée relativement inaperçue, lorsque le gouvernement d'Emmanuel Macron, après avoir beaucoup hésité, a finalement donné l'autorisation à des médecins cubains de venir lutter contre le Covid. Si je me trompe pas, c'était en Martinique. Hein. Oui. Il y a une chose qui unit cet espace des Antillais ou caribéens, c'est aussi la question, alors là on revient au début, la question de la religion. Parce qu'il y a énormément, la présence des groupes évangélistes est très importante dans la zone des Caraïbes, par exemple, j'en veux pour exemple la Colombie, où c'est vraiment très très fort, et on retrouve ça en Guadeloupe et en Martinique, où il y a une grande présence des mouvements évangélistes. Alors, quelle conclusion faut-il en sortir? Et qui monte d'ailleurs en métropole, ici en région parisienne, on voit surgir là aussi dans la diaspora antillaise, ou même dans la diaspora d'autres pays de migration, apparaître. Plus fort, Maurice, plus fort. Non.
Non, je dis qu'on voit ce phénomène apparaître en métropole. Mais là, pour le coup, alors peut-être que ce que je vais dire, c'est assez bateau, mais c'est la défaite de la politique qui rabat les gens vers la religion. Ce n'est pas spécifique, en l'occurrence, à l'islam, puisqu'on parle souvent de l'islam. On le retrouve aussi dans ces phénomènes-là. Et aussi la défaite des solidarités traditionnelles et des solidarités apportées par l'État, quoi. Ce délitement fait qu'on retrouve que ces religions évangélistes, notamment, apportent un cadre de solidarité et d'appui qui a été complètement laissé en jachère par l'État et par la religion catholique. Tout à fait. Aussi. Dans les années de ma jeunesse, il y avait deux grands pôles qui se partageaient l'attention sociale et tout, c'était le Parti communiste et c'était l'Église catholique. Et quand on était gamin, soit on était du côté des communistes, moi j'étais du côté des curés, mais ils m'ont fait passer les plus belles années de ma jeunesse. Voilà. Alors depuis, j'ai compris qu'ils étaient un peu traditionnalistes, mais il n'empêche qu'à l'époque, en fonction de la famille à laquelle on appartenait ou la famille politique, on se retrouvait du côté des cathos laïcs, des communistes laïcs ou de l'Église avec le patronage, avec la paroisse. Tout à fait. Bon, alors donc encore une autre question. Là, c'est une question assez rapide de Dominique qui pose la question sur le Pérou et l'Équateur. Tu vois, tu as de quoi faire. Bon, alors, l'Équateur, je vais passer très très vite, puisque vous le savez, l'Équateur, il a été trahi en fait. On a tous suivi les aventures de Lénine Moreno qui a trahi Rafael Correa et qui a trahi en particulier les électeurs. Tout ça a débouché sur une catastrophe, puisqu'aujourd'hui c'est un président de droite. Enfin, c'était déjà un président de droite, Lénine Moreno, mais Guillermo Lasso qui est au pouvoir. Ça m'amène, entre parenthèses, tu vois, l'esprit d'escalier. À mentionner au passage les gens qu'on trouve dans la liste des Pandora Papers. Vous avez vu passer ce scandale avec une nouvelle fois un certain nombre de dirigeants qui se font épingler pour leur savoir planqué dans les paradis fiscaux. Alors Marie, puisque toi tu connais bien la Colombie, dans les Pandora Papers, on a trouvé évidemment la vice-présidente et ministre des Affaires étrangères, Marta Lucía Ramírez. On a trouvé le chef de la Direction nationale des impôts, ça c'est extraordinaire, qui planque son fric dans les paradis fiscaux. On a les anciens présidents colombiens, César Gaviria, on a Andrés Pastrana, on a l'ancien maire de Bogota, Enrique Peñalosa, et puis on a Guillermo Lasso, le président équatorien. On a Rafael Piñera, le président chilien, et là, dans des conditions particulièrement scandaleuses, qui expliquent aussi le fait que, je n'ai pas dit ça tout à l'heure, j'ai mentionné Gabriel Boric pour le centre-gauche et puis Cast pour l'extrême droite. Il y a eu un effondrement de la droite classique. La droite de Piñera s'est complètement effondrée, en particulier parce que Piñera donc, a des avoirs dans les paradis fiscaux, et lui, il a fait ça en vendant les parts d'un projet minier et en promettant à celui qui l'a acheté que lorsqu'il serait président, il empêcherait les lois de protection de l'environnement de s'appliquer à ces projets miniers, et il a mis sa promesse en action. Et alors, ce qui est frappant quand même dans cette histoire de Pandora Papers, c'est qu'on ne trouve pas, et je ne dis pas ça parce que j'ai de la sympathie pour eux, mais on ne trouve pas Nicolas Maduro, on ne trouve pas Gustavo Petro, colombien, on ne trouve pas Díaz-Canel, le président cubain, on ne trouve pas Evo Morales. Voilà. Bon. Alors, la question, c'est le Pérou. Le Pérou, voilà. Le Pérou, c'est intéressant. Que je parlais tout à l'heure des tentatives de déstabilisation. Là, on est au Pérou en ce moment dans un coup d'État à mèche lente. Alors, pour comprendre ce qui se passe, c'est que le Pérou, c'est un pays d'une instabilité totale. Ils ont usé 4 présidents en 5 ans. Ils les ont destitués au fur et à mesure, des présidents de droite d'ailleurs, c'était des luttes interdroites. Et puis, lors de la dernière élection présidentielle, arrive, on dira presque miraculeusement, un président de gauche assez radical, Pedro Castillo. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'avait pas du tout prévu d'être élu. Bon, okay. Non, mais voilà, ça peut arriver. Il y a tel état de marasme au Pérou que lui se présente, et pour se présenter, d'ailleurs, il emprunte un parti. Il n'est pas membre du parti Pérou Libre, mais c'est un parti qui est un parti de gauche radicale, marxiste-léniniste quasiment, qui dit « Ok, on te prête le parti pour être candidat ».
Et donc, il est candidat, il gagne l'élection alors qu'il ne l'avait pas prévu. Il est dirigeant syndical. Il n'a jamais été député, il n'a jamais été sénateur, il n'a jamais été rien. Hein, voilà. Et il gagne avec une marge extrêmement réduite de 44 000 voix. Et là se pose un problème qui n'a pas été réellement réfléchi au départ, c'est que le rapport de force, il est quasiment 50-50. Et donc, dans ces conditions, c'est extrêmement difficile de mettre en œuvre des réformes radicales. Or, ça va être la première approche de ce gouvernement. Hein. Donc, il va annoncer des choses qui sont extrêmement sympathiques, sur lesquelles on est tous d'accord. Là, l'élection d'une Assemblée nationale constituante, un début de réforme agraire, et évidemment, il va y avoir immédiatement une offensive brutale de la droite qui domine l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le rapport de force au sein de l'Assemblée nationale n'est pas en faveur du président. Et là, il va y avoir un double conflit. Il va y avoir le conflit de ce président avec la droite, qui le refuse, et qui a déjà renversé 4 présidents, donc sous la conduite de Keiko Fujimori, la fille de l'ancien dictateur, Alberto Fujimori. Et il va y avoir un deuxième conflit qui va s'ouvrir avec le parti qui l'a porté au pouvoir, Perú Libre, qui lui demeure dans une position radicale et donc va lâcher Castillo lorsque celui-ci va essayer de se concilier le centre. Donc il y a une double rupture et il est tout seul au milieu. Et à l'heure où nous parlons, il y a une offensive de la droite qui, jour après jour, refuse la nomination de ministres, vire des ministres, refuse d'accorder sa confiance au gouvernement, n'a pas encore les 2/3 des voix qui lui sont nécessaires pour destituer Castillo, mais est en train petit à petit de grignoter. Et là, pour le coup, on peut parler à la fois d'un coup d'État à mèche lente, ils veulent manifestement le destituer, et y compris d'une difficulté d'une gauche qui s'est retrouvée au pouvoir dans des conditions qu'elle n'avait pas du tout prévues, et surtout sans réelle base sociale. C'est-à-dire qu'en réalité, dans cette élection, beaucoup de ceux qui ont voté pour Castillo ont voté contre Keiko Fujimori. Ils n'ont pas voté pour Castillo en réalité. Ça, c'est le phénomène aussi du vote rejet, qui fait qu'à un moment, on se retrouve au pouvoir en n'ayant pas une majorité et en étant en difficulté. Et là, comme on a une droite particulièrement vorace au Pérou, particulièrement archaïque, on pourrait même dire, parce qu'elle déstabilise le pays en permanence, il serait malheureusement pas surprenant que d'ici quelques semaines, quelques mois, Pedro Castillo tombe. C'est une vision pessimiste des choses, mais ce qui m'amène à dire ça, c'est que jusqu'à présent, Castillo n'a pas fait appel à la rue. Quand on examine, j'ai parlé des résistances, il y a 3 pays qui résistent d'une manière admirable. C'est le Venezuela, c'est Cuba, le Nicaragua. Quand on observe, quand on essaie de comprendre pourquoi eux ils tiennent, c'est parce qu'ils ont une base sociale extrêmement formée, qui n'est pas majoritaire. Je veux dire, au Venezuela, ça tient avec 30%. Un noyau dur de 30%. Cuba, j'imagine que c'est pareil, et le Nicaragua, c'est pareil. Mais là, il y a un travail, il y a à la fois une gestion verticale du pouvoir et horizontale en même temps. C'est-à-dire que le Venezuela, avec la victoire qu'on vient de voir le 21 novembre dernier de Nicolas Maduro dans les régionales et les municipales, les chavistes ont remporté 19 gouverneurs sur 20, je me trompe, c'est 19 sur 23. 19 sur 23, la mairie de Caracas, avec un taux de participation de 42%. Alors tiens, au passage, je vous signale un truc, faut que je retrouve, j'ai des petites fiches, mais je les paume là, parce que je ne suis pas organisé, comme d'habitude. Non, mais il y a un truc marrant, c'est que tout le monde, tous les observateurs, tous les journalistes se sont dit, ouais, mais enfin d'accord, les élections récentes au Venezuela, Maduro, il a gagné, enfin le chavisme a gagné, mais il y a eu 42% seulement de participation. Et j'ai regardé, alors je ne retrouve pas ma fiche, c'est couillon, mais donc je vais vous dire de mémoire, mais les dernières régionales en France, je crois qu'il y a eu 31% de participation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de participation au Venezuela qu'en France. Et puis, si on prend les régionales au Chili, il y a eu 20% de participation il y a 3 mois.
Oui, non, non, voilà. Mais ce qui a tenu, alors là pour le coup, je sors du Pérou pour arriver au Venezuela, ce qui explique la victoire du chavisme, c'est que malgré les difficultés, parce qu'il faut le dire, hein, le blocus des États-Unis, il est total, hein, ils ne peuvent plus vendre leur pétrole, ils ne peuvent plus rien acheter. J'étais à Caracas pendant une semaine, dans un quartier où il n'y avait pas d'eau. Et donc, les conseils communaux organisent une réunion avec le gestionnaire de l'eau, Hydro-Capital, pour voir ce qui se passait. Et le type a expliqué. Et là, on comprend tout ce qui se passe au Venezuela. Donc, pas d'eau, donc tout le monde dit l'incurie du pouvoir, machin, nanana, Maduro, c'est la catastrophe, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. Et l'ingénieur d'Hydro-Capital explique. À Caracas, il n'y a pas d'eau, on est entre 800 et 1000 mètres d'altitude, et l'eau de Caracas, elle vient d'un lac artificiel qui est à 160 km de là et qui est à 200 mètres d'altitude. C'est Catacama, ça s'appelle. Et donc, il faut faire monter l'eau de ce lac artificiel jusqu'à Caracas. Pour ce faire, vous avez 5 énormes pompes qui ont été installées dans les années 80 par Siemens, hein, la firme allemande. Bon. Il y a 2 de ces pompes, 2 de ces installations, ce n'est pas vraiment des pompes, mais 2 de ces installations qui sont en panne. Le Venezuela, donc c'est des installations qui sont assez anciennes. Les seuls qui peuvent les entretenir et les réparer, c'est Siemens en Allemagne. Et les Vénézuéliens s'adressent à Siemens et Siemens leur répond, on aimerait bien vous aider, mais si on remet en état ces installations, on tombe sous le coup des sanctions américaines. Et le Venezuela, c'est ça aujourd'hui. C'est vrai pour l'électricité, ils ne peuvent plus importer une pièce de General Motors, pas de General Motors, de General Electric, enfin, je ne sais plus trop. Il y a un blocus total. C'est vrai pour l'industrie pétrolière. L'industrie pétrolière vénézuélienne, depuis la fin du 19e siècle, elle a été bâtie sur des technologies américaines, états-uniennes. Hein. C'est-à-dire les dérites, les pièces de rechange, les tournevis, tout ça, c'est américain. D'un seul coup, il y a un blocus. Donc là, maintenant, c'est plus possible. Donc, effectivement, les raffineries s'effondrent. Hein. Et donc, du coup, on vous dit, mais le Venezuela n'est même plus capable de produire son essence. Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais parce qu'il est bloqué, comme Cuba l'a été pendant 50 ans. Ils ne peuvent plus vendre leur pétrole, ils ne peuvent plus raffiner leur essence, et donc effectivement, la situation est extrêmement compliquée. Et si ça tient, c'est parce que le pouvoir, depuis Chavez, la démocratie participative, ils organisent, avec toutes les difficultés que ça implique, là-dessus, il faudrait presque qu'un jour on discute pendant 1 heure, parce que j'imagine qu'on est tous dans cette optique, hein, démocratie participative. C'est vachement compliqué, parce qu'il y a le facteur humain, et qu'au sein même au sein de la base, il y a des contradictions, il y a des chocs, il y a des égos, etc., etc. Mais néanmoins, ce sont les conseils communaux, il y en a 47 000, ce sont les communes qui ont pris le relais, qui ont inventé, alors maintenant ils sont en train d'inventer, de faire eux-mêmes des pièces de rechange. Pour les pièces de rechange de l'industrie pétrolière, ils s'appuient sur l'Iran, qui a été confronté au même problème. Et donc les Iraniens les aident à faire eux-mêmes leurs pièces de rechange pour les raffiner, etc., etc., etc. Mais donc là, c'est effectivement cette organisation populaire, l'organisation de base, qui permet à Maduro de tenir. Sinon, il serait tombé depuis longtemps. Hein. Donc, et on le voit, c'est pareil au Nicaragua, c'est à la fois vertical et horizontal. Et dans tous les pays où on n'a pas cette conjonction, là on parlait du Pérou, je veux dire, pour le moment, Castillo n'est pas capable d'aider ceux qui l'ont élu à descendre dans la rue. D'accord. Alors, une question qui, ma foi, est une question, on peut dire globale, parce que c'est la question de savoir est-ce que les élections aux USA, aux États-Unis, ont changé quelque chose? Non, rien. On s'en doutait. Non, c'est tragique. C'est tragique, mais parce que tout simplement, alors si on parle des pays qui sont dans la troïka de la tyrannie, hein, je parle d'eux, mais il n'y a pas que en réalité. Mais c'est parce que Cuba, par exemple, Cuba, le Venezuela, le Nicaragua, c'est devenu des objets politiques intérieurs. C'est-à-dire qu'il y a des élections du mi-terme, hein, ce qu'on appelle les élections de la mi-mandat. Il y a un État qui est un État clé, qui est la Floride. Bon. Et donc, Biden ne touchera ni à Cuba, ni à Venezuela, je veux dire, ne touchera en bien ni à Cuba, ni au Venezuela avant les élections de mi-mandat. Voilà, c'est aussi bête que ça. Hein. Et puis après, vous avez tout un... Il y a aussi tous les symboles. Hein. Après, là, on parle des États-Unis, mais ce qui est tragique aussi, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui suit réellement comme petit chien la politique des États-Unis, qui est absolument incapable de prendre ses distances avec des politiques qui sont aberrantes, qui n'ont strictement aucun sens. Là, on a vu alors je rappelle
que lorsque Evo Morales a été renversé en 2019, il y avait une mission d'observateur. Donc, on a prétendu qu'il y avait eu une fraude lors de son élection, puis ça a avéré par la suite que c'était complètement faux. La mission des observateurs de l'Union européenne a entériné ce qu'avait déclaré l'Organisation des États américains, donc avec le sinistre Luis Almagro, secrétaire général de l'OEA, en disant qu'effectivement, il y avait un problème avec les élections. Alors, ce qui est quand même assez stupéfiant, c'est que cette mission d'observation de l'Union européenne, elle est composée de 2 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, 2 personnes ne peuvent pas évidemment observer des élections, et que donc on a suivi comme des petits chiens l'OEA, et l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur de France, sont allés saluer la présidente de facto, Jeanine et Agnès, lorsque les militaires lui ont mis comment on dit ça, Le porter au pouvoir. Ils l'ont porté au pouvoir, le machin. Bon. Et on est dans la même configuration. Là, lors de les élections régionales au Venezuela, il y avait une mission importante de l'Union européenne que Nicolas Maduro, excusez-moi, je bois un coup, parce que je ne vous fais pas voir ce qui se passe, parce que c'est du coca, ça fait mal. Hein. Ah oui. On aurait pu dissimuler la bouteille quand même. Non, mais j'assume, il y a de la caféine, il y a du sucre, c'est bon ça. Non, il y avait une mission de l'Union européenne là, dans des élections au Venezuela. Elle a rendu un rapport mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'en fait, comme elle ne sait pas encore comment vont réagir les États-Unis, elle a laissé la porte ouverte. Parce que là, elle a rendu un rapport provisoire, quelques jours après l'élection, et elle rendra le rapport définitif dans 2 mois. Donc, on a un rapport, par exemple, où elle explique que la situation dans laquelle se sont déroulées les élections s'est améliorée par rapport aux élections précédentes. Alors, c'est un peu bizarre parce que ça fait 15 ans que l'Union européenne n'a pas été observée des élections au Venezuela. Donc, on ne voit pas comment elle a déterminé que ça s'est amélioré par rapport à l'élection présidentielle d'il y a 2 ans. Et elle laisse ouverte en disant ça va mieux, mais il y a des problèmes. Et puis, en réalité, son rapport dans 2 mois ou dans 1 mois et demi tiendra compte de la position des États-Unis par rapport à Nicolas Maduro. Alors, pour le coup, Biden, puisqu'on parle des États-Unis, il organise bientôt, là, je ne sais plus quand, un espèce de grand machin sur la démocratie avec il invite les présidents du monde entier, sauf le Venezuela, la Bolivie, tout ça, et représentera le Venezuela le président fantoche Juan Guaido. C'est-à-dire qu'en fait, on est exactement dans la même politique que celle de Trump, en plus faux cul, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, une autre question qui aussi, c'est l'œil de Pékin. Qu'est-ce que la Chine Est-ce que la Chine essaye de s'implanter? Est-ce qu'elle a une présence? Voilà. Ah non, elle n'essaye pas, elle n'essaye pas, oui. Elle est très présente. Hein. C'est le premier partenaire économique du Brésil, par exemple. Donc, elle a déplacé les États-Unis. Dans tous les pays, elle est en train de déplacer les États-Unis. Alors, dans les pays de gauche qui sont agressés par les États-Unis, il y a un effet classique. C'est l'agression des États-Unis qui avait jeté Cuba dans les bras de l'Union soviétique dans les années 60. Il se passe le même phénomène. Hein. Je veux dire, tous les pays de la région qui sont agressés. Plus fort. Tous les pays de la région qui sont agressés se tournent vers les pays agressés, c'est-à-dire l'Iran, c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire la Russie, y compris la Turquie, et puis les autres pays qui sont même y compris des pays conservateurs, néolibéraux, se tournent vers la Chine tout simplement parce que c'est un partenaire commercial. Et d'une certaine manière, ce qu'on peut dire, c'est que j'allais dire l'avantage de commercer avec la Chine, c'est que la Chine ne s'ingère pas dans les affaires intérieures. La Chine, elle fait du business. Hein, c'est-à-dire que ce soit un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche, elle s'en fout complètement. Hein, c'est-à-dire que si demain le Venezuela passe à droite, elle aura la même attitude, mais se greffe quand même sur ce pragmatisme chinois, le fait qu'il y a des alliances quand même de fait qui sont plus géopolitiques contre l'unilatéralisme des États-Unis. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un double intérêt, c'est-à-dire à la fois on n'accepte plus cet unilatéralisme et puis en même temps on ménage nos intérêts. Mais la récente élection, par exemple au Honduras,
est intéressante. Donc ça, c'était dimanche dernier, donc là où la gauche l'a emporté, Libre, le Liberté et Refondation, donc Xiomara Castro, l'épouse de Manuel Zelaya, qui avait été renversée en 2009. Alors, Xiomara Castro, ce n'est pas Madame de, hein, elle a sa propre personnalité, elle est solide, mais dans son programme, elle a annoncé qu'elle allait établir des relations diplomatiques avec la Chine, parce que le Honduras, avec la droite qui est au pouvoir depuis 2009, a des relations avec Taïwan. C'est un des derniers pays de l'Amérique centrale, c'est le dernier pays, je crois, de l'Amérique centrale qui est sur Taïwan. Et donc, Xiomara Castro a annoncé qu'elle allait établir des relations avec la Chine, et la droite est en train de s'enflammer parce que d'un seul coup, le Honduras va devenir communiste. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de droite délirante en Amérique latine. Nous, on a encore que ça délire pas mal aussi chez nous, mais dans d'autres registres. Mais on est dans des droites délirantes. Et alors, tout à l'heure, je parlais des alliances avec le centre. Ça, c'est intéressant parce que le Honduras, Xiomara Castro, donc le Parti Liberté et Refondation, qui est un parti de gauche qui s'est créé après le coup d'État contre Manuel Zelaya, là encore, a passé des alliances. Et il a passé des alliances avec celui qui est devenu vice-président de Xiomara Castro, Salvador Nasralla, qui vient du centre droit. Et donc se posera à un moment la question, parce que par exemple, pas plus tard qu'hier, Salvador Nasralla, vice-président élu la semaine dernière, vient de dire que, mais finalement, reconnaître la Chine, ce n'est pas la priorité du moment. C'est-à-dire qu'il y a déjà un mini-choc entre la présidente élue et puis l'allié. Rappelons que Dilma Rousseff, en 2016, allait renverser par son vice-président, Michel Temer, que Fernando Lugo, au Paraguay, quand il a renversé en 2012, il est renversé par son vice-président aussi. J'ai oublié son nom. Que Manuel Zelaya, quand il est renversé en 2009 au Honduras, c'est le président du Congrès qui appartient à son parti, le Parti libéral. C'est-à-dire que bien souvent, le verre est dans le fruit. Si on parle du Honduras, moi, en ce qui me concerne, je ne serais pas surpris que dans quelques temps, Salvador Nasralla se révèle être un pion de l'intérieur qui va poser des vraies difficultés à la gauche hondurienne, mais qui n'aurait pas pu gagner sans cette alliance. Alors voilà, ça c'est le dilemme des gauches. Hein. Maurice, on va bientôt mettre fin à cette passionnante intervention. Je prends cependant 5 minutes pour revenir sur le cas de la Colombie, parce que la Colombie, Ouais. c'est le Venezuela. Hein. On peut dire que, vu l'intromission et les proximités de frontières et culturelles aussi, tu parlais tout à l'heure de la possibilité pour les élections de 22, on parlait de Petro, de Gustavo Petro, qui est un ancien maire de Bogota et qui a été très controversé et à qui on a fait les pires ennuis. Mais Gustavo Petro, c'est vrai qu'il a une audience populaire. On dit le sud de Bogota et pétrista. Bon. Mais ce que l'on ne sait pas, ce qu'on ne mesure pas d'ici, c'est combien l'intelligentsia colombienne est anti-pétro. On ne mesure pas, même moi-même, des gens dont j'aurais pensé que, bon, quand même, ils avaient une certaine mesure. Dès qu'on leur parle de pétro, c'est le communisme. Alors, évidemment, tout de suite, ils lui ont fait aussi une aura de chaviste, de Venezuela, c'est-à-dire, voulez-vous que la Colombie devienne le Venezuela, etc., etc. Et on ne mesure pas la détestation que l'intelligentsia, même la gauche progressiste, peut avoir à l'égard de Petro. Voilà. Ça, c'est vraiment et ça risque d'être très fort au cours de ces élections. Ça risque vraiment d'être presque un affrontement. Hein. Oui, très juste, mais c'est pour ça que j'évoquais la Colombie en parlant du Chili. Voilà. On est un petit peu dans la même configuration. Et effectivement, par ailleurs, quand on regarde la trajectoire de Petro, évidemment, c'est une élection qui va être une élection capitale. Parce qu'il ne faut pas attendre de l'élection de Petro que ce soit une gauche triomphante qui s'empare de la Colombie, mais par rapport au système mafieux qui a été établi par ce qu'on appelle l'uribisme, Álvaro Uribe, Iván Duque aujourd'hui, c'est quand même, ça serait pour la Colombie, quelque chose d'absolument phénoménal. Mais il va y avoir une résistance terrible de ce système mafieux. Alors d'abord, parce qu'il est mafieux,
et que donc il veut pas, il risque de se retrouver en difficulté. Hein. Je passe de la Colombie au Honduras là. Mais l'actuel président, Juan Orlando, enfin non, l'ancien président, puisque c'est Xiomara qui vient d'être élu, mais elle prendra le pouvoir le 1er janvier. Mais donc le président encore en exercice, Juan Orlando Hernandez, a son frère qui a été condamné à perpétuité, Tony Hernandez, aux États-Unis pour narcotrafic. Les juges américains ont dit que Tony Hernandez avait été aidé par le pouvoir, c'est-à-dire par son frère, l'actuel président. Donc lorsqu'ils perdent le pouvoir, ces gens-là, ils risquent de se retrouver en grande difficulté, y compris par rapport à la justice des États-Unis. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Washington ne s'est pas du tout ingéré cette année, pour la première fois depuis très longtemps, dans les élections honduriennes. Hein. Le coup d'État contre Zelaya, c'était sous l'administration Obama, et le renversement de Manuel Zelaya, il a été entériné par Hillary Clinton. C'est elle qui a fait en sorte que Zelaya ne revienne pas au pouvoir. Lors des élections de 2017 et celles de 2013 à laquelle j'ai assisté, il y a eu des fraudes. Il y a eu des fraudes évidentes au Honduras qui ont permis à Juan Orlando Hernandez d'être élu. Les États-Unis n'ont pas bougé. Hein. Là, cette année, c'était plus compliqué parce qu'effectivement, je veux dire, le Honduras est devenu un narco-État, hein, littéralement. Bon. À tel point que l'un des candidats, le candidat du Parti libéral, qui s'appelle Yanni Rosenthal, a été condamné. Il a fait 3 ans de prison aux États-Unis pour blanchiment d'argent. Il s'est présenté à la dernière élection. Le Parti libéral, c'est un des grands partis traditionnels du Honduras, hein, là qui s'est viandé complètement. Mais pour la Colombie, l'arrivée au pouvoir de Gustavo Petro, c'est-à-dire qu'il faut, là pour le coup, que la gauche française ou européenne ne rêve pas sur c'est la gauche radicale qui arrive au pouvoir en Colombie, c'est pas vrai. Mais pour la Colombie, ça serait déjà phénoménal. Oui. Oui. Bon, eh bien, écoute, Maurice, tu as démontré que les dossiers étaient très efficaces et que même si on perd quelques fiches, c'est pas grave. Tes dossiers mentaux sont tout aussi efficaces. Et vraiment, nous te remercions. Ça a été un plaisir de vous retrouver. Ah ben, nous aussi, hein, vraiment. Et vraiment, cette information dont on dispose et cette vision d'ensemble que tu peux nous apporter sur quand même quelque chose qui est très, très divers, très... mais c'est vrai qu'il faut aussi considérer les agents extérieurs comme les États-Unis, la Chine et l'Iran éventuellement comme des facteurs très importants. Donc vraiment, merci pour cette vision d'ensemble, ce panorama que tu nous as apporté, qui est toujours très éclairant. Voilà, à très bientôt. Nous te remercions vivement. Merci Maurice. Et... Toujours sur Mémoire des luttes avec un grand... Plus fort Maurice, on ne t'entend pas, plus fort. Dans quelques jours sur Mémoire des luttes avec un grand papier pour expliquer ce qui s'est passé au Venezuela. Ok, super. Merci beaucoup. Tu nous enverras le lien, tu nous envoies le lien. Ouais. Comme d'hab.